Donc on se trouve sur l'étang de Tête de Bœuf. On est au cœur du département de la Creuse, sur un site Natura 2000 qui est l'étang de Tête de Bœuf. Donc, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, qui est extrêmement riche et qui présente notamment un intérêt pour l'avifaune, donc les oiseaux. Donc si on est là, c'est que je suis ornithologue. Donc Quentin Giraud, je suis un jeune ornithologue du département de la Creuse. Et je fais souvent de l'ornithologie sur ce site, notamment pour observer des oiseaux d'eau qu'on trouve de manière exceptionnelle, soit dans la région, soit au niveau national pour certaines espèces. Donc je fais de l'ornithologie depuis que j'ai environ 6 ou 7 ans. J'ai commencé relativement tôt et un peu seul. Et en fait, ce qui m'a passionné au début, c'était vraiment la migration des oiseaux. Je voyais les grues passer au-dessus de chez moi, en fait je me demandais où elles allaient, je me posais tout un tas de questions. C'était un phénomène qui était assez... Enfin on s'émerveillait vite devant la migration des grues notamment. Et donc j'ai cherché à m'intéresser, savoir où elles allaient. Et ensuite j'ai trouvé des contacts d'associations naturalistes locales. Donc à l'époque en Limousin c'était la CEPOL, la Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin. Et donc rapidement, de fil en aiguille, j'ai tissé des contacts, j'ai fait des sorties ornithologiques, des sorties guidées avec des ornithologues, notamment sur un étang voisin qui est l'étang des Landes, donc une réserve naturelle nationale, et j'ai commencé l'ornithologie comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à faire des sorties de terrain un petit peu partout sur les départements de la Creuse, à diversifier un petit peu mon champ d'observation. Au début, j'ai commencé plutôt dans mon jardin, puis autour de chez moi. Ensuite, ça a été vite l'étang des Landes, pour la diversité des espèces qu'on pouvait y voir, beaucoup d'espèces rares également. Et après, voilà, un petit peu tout le département de la Creuse, beaucoup sur le plateau de Millevaches, qui est un site un petit peu dépaysant. Et après, un petit peu toute la région Limousin, les gorges de la Dordogne, certains secteurs auviennois. Et j'ai vraiment des sites de prédilection, en fait, quand je fais du terrain. J'ai toujours l'habitude d'aller aux mêmes endroits, et comme ça, c'est peut-être pas mal finalement parce qu'on peut voir l'évolution des oiseaux au fil des années, au fil des sorties des populations, les nouvelles espèces qui viennent, les espèces qui disparaissent. Et j'essaie vraiment d'être fidèle à cette pratique, à cette manière de faire. Et chaque ornithologue a son approche de l'ornithologie. On fonctionne tous avec des méthodes différentes. Il y en a qui vont aimer faire des comptages, d'autres chercher des oiseaux rares. On a tous des objectifs différents et on fait ça un peu à notre convenance, quoi. Moi, je trouve l'ornithologie plutôt quelque chose d'apaisant, quoi, finalement, d'être dans la nature, et c'est assez reposant, quoi. Et finalement, je fais beaucoup de suivi. Je me suis spécialisé notamment dans l'étude des migrations d'oiseaux. Et c'est un phénomène qui est assez merveilleux parce que de toute façon, il y a tout un tas de méthodologies qui permettent d'étudier ce phénomène. Notamment, plus récemment, on s'est mis à l'acoustique en France, qui a permis de faire des découvertes assez fondamentales, notamment sur l'étude des migrations nocturnes. Et je trouve que finalement, le suivi de migration d'oiseaux, c'est pas anxiogène, mais il y a un petit peu un truc un peu comme ça urgent, parce que ça se passe extrêmement vite. Il faut être prêt, en fait. Les oiseaux, ils nous attendent pas, ils n'ont pas besoin de nous. Et dès qu'il y a un événement qui se produit, il faut être là, quoi, si on veut l'observer. Finalement, pour un ornithologue, il n'y a pas nécessairement de journée type, parce qu'aucune ne se ressemble. En fait, personnellement, je compose souvent en fonction de la météorologie quand je fais du terrain. C'est-à-dire que certaines configurations vont plutôt me permettre de trouver telle ou telle espèce à tel ou tel endroit. Donc j'essaie de cibler de cette manière. Après, j'ai besoin de ma dose d'ornithologie, en fait, de terrain un petit peu chaque jour. Donc j'en fais 1 ou 2 heures chaque jour. Mais après, sinon, j'ai plutôt des objectifs. Des fois, je fais des sorties de terrain de plusieurs jours, avec des objectifs bien particuliers, ou si vraiment il y a un événement météorologique particulier, je compose avec, et je me dis, s'il se passe tel événement météo, on a telle époque, on peut trouver telle espèce, donc j'y vais. Là, le passage d'automne a commencé, on est au mois d'août, et en fait, en général, dès qu'il y a un bon vent de sud-ouest, par exemple, ou qu'il y a une dépression qui arrive, il y a des oiseaux migrateurs qui font que survoler la région, qui se posent de manière exceptionnelle, et en fait, ça va être un arrêt un petit peu forcé pour eux, quoi, finalement. Et donc ça va permettre d'observer des espèces qu'on ne voit pas habituellement chez nous, quoi. Notamment là par exemple sur les étangs du bassin de Vouzon où on se trouve, en fin d'été les niveaux des étangs baissent et donc il y a des oiseaux qui se nourrissent sur la vase, les limicoles. Donc beaucoup de bécasseaux, de chevaliers, de combattants, de barges, de courlis qui finalement stationnent ici en fin d'été, et c'est à peu près le seul endroit en Limousin où on peut en voir de manière régulière, quoi.
Et des fois, on a des journées finalement avec peu d'oiseaux. Et d'un seul coup, la météo peut se prêter à ce qu'il y ait une halte massive d'oiseaux, quoi. Et finalement, quand on est ornithologue aussi, il faut beaucoup suivre l'évolution des milieux et des conditions d'accueil. Par exemple, un étang qui va être bas, on se dit qu'on va plutôt aller chercher du limicole, tandis qu'un étang plein, on va plutôt aller chercher des oiseaux d'eau, type canard. Donc il faut vraiment en fait s'adapter par rapport au milieu, aux conditions dans lesquelles on pratique, quoi. Là par exemple sur le bassin de Gouzon, en ce moment je suis plutôt sur le blond géosnin, donc il y a un tout petit héron exceptionnel en Limousin, et en fait il vit dans les grandes roselières. Et chez nous c'est un milieu qui est très rare, qui est devenu très rare. Et il y a 2 étangs sur le bassin de Gouzon où il y a des grandes roselières, dont l'étang où on se trouve. Et il y a du blond géosnin qui niche à nouveau depuis cette année. Et il n'avait pas été nicheur certain en Limousin depuis 1972. Donc c'est peut-être preuve aussi que les efforts de conservation et de gestion de ces espaces sur lesquels on se trouve sont finalement favorables. Bon, la découverte, ça s'est passé par un collègue ornitho qui m'a signalé un chanteur. Puis je suis passé, j'ai vu un couple. Et ensuite, j'ai suivi ce couple. J'ai fait des heures d'observation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils construisaient un nid. Donc là, c'était quand même une grosse piste. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de sorties. Je voyais régulièrement le mâle, la femelle avait disparu, je me disais qu'elle devait certainement être sur le nid. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai vu les poussins sur le nid, quoi. L'ornithologie, enfin, c'est un peu de l'investigation, quoi. Finalement, souvent, on compose à partir des données qu'on a, et on émet des hypothèses, des questions, on essaie de répondre à ces questions, quoi. C'est comme ça aussi qu'on fait avancer les connaissances. Et là, par exemple, pour les blongios, ça faisait 3 ou 4 ans qu'il y avait un mâle chanteur qui venait ici, qui a priori ne trouvait pas de femelle, et qui repartait au bout d'un certain temps, quoi, à force de chanter, de ne pas trouver de partenaire. Et là, cette année, il y avait une femelle. Je me suis dit, c'est l'occasion, il faut suivre. Là, plus récemment, de recherche d'espèces, je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit passereau qui est plutôt montagnard, qui s'appelle le venturon montagnard d'ailleurs, où il y avait très peu de données en Limousin. Et en fait, c'est un oiseau qui niche au-dessus de 700-800 mètres d'altitude. Et c'est des altitudes qu'on retrouve plutôt sur le plateau de Millevaches. Et en fait, j'ai consulté l'ensemble des données qui avaient été faites en Limousin. Et je me suis rendu compte que la plupart étaient concentrées vraiment sur une zone bien particulière. Et qui étaient plutôt en limite de période de reproduction. Donc en fait, je me questionnais de savoir si le venturon montagnard était un oiseau nicheur finalement en Limousin. J'ai pas eu réponse à ma question, mais j'ai contacté des individus. J'ai pas la preuve qu'ils se soient reproduits, mais c'est encourageant pour faire un suivi l'année prochaine. Mais ça va être une quête assez longue, quoi. Pour des oiseaux si discrets, parfois on peut y passer une dizaine de jours avant de trouver une piste. Ouais, la grue cendrée chez nous, c'est une espèce qui passe très régulièrement. En fait, le Limousin se situe un petit peu sur l'axe médian de la migration des grues cendrées. Donc au printemps, février-mars, et à l'automne, en octobre-novembre notamment, on est survolé en masse. Plusieurs centaines de milliers d'individus qui traversent la région. Et c'est toujours des ambiances très particulières. C'est vraiment un oiseau qui est très populaire, qui est très attendu en Limousin. On dit qu'il annonce l'hiver quand il passe à l'automne, qu'il annonce l'été quand il passe au printemps. Et c'est vraiment un oiseau qui est très très symbolique, qui a un cri très puissant, qui est très simple à reconnaître. Et c'est toujours magnifique, quoi. C'est un oiseau, c'est le plus grand oiseau d'Europe. Il faut se dire que ça fait 1,20 m. Et on peut faire toujours des rencontres exceptionnelles, quoi. Souvent, dès qu'il y a des grandes nuits de migration, des nuits claires, qu'il y a le brouillard qui monte en fin de nuit, les oiseaux en général se posent un peu n'importe où, c'est un petit peu la débâcle et on peut voir des gros rassemblements, quoi. Sur l'étang de Lande juste à côté, ça m'est arrivé d'en voir jusqu'à 2 ou 3 000 de poser certains matins, quoi. Ça fait peut-être 7 ans que je fais vraiment de l'ornithologie. Et en fait, j'ai vu plein de nouvelles espèces apparaître en Limousin, grâce notamment à une pression d'observation de plus en plus accrue, des moyens, notamment liés aux nouvelles technologies, notamment pour l'acoustique, les suivis acoustiques des oiseaux, qui ont permis de faire de belles découvertes. Et il y a d'autres espèces dont les populations ont explosé, par exemple l'éléphant blanc, un tout petit rapace qu'on trouve plutôt sur les péninsules ibériques, qui était jusqu'alors, aux années 2010, cantonné plutôt dans le quart sud-ouest de la France. Et en fait, quasiment du jour au lendemain, il y a plusieurs couples qui se sont installés en Limousin. Quand j'ai commencé l'ornithologie, quasiment personne parlait de cet oiseau en Limousin. Aujourd'hui, il y a une bonne dizaine de couples nicheurs dans la région.
et d'autres espèces comme la cisticole des joncs, la bouscarde le séti. En fait, c'est plutôt des oiseaux, on se rend compte, qui aiment les climats, les températures un peu chaudes, quoi. Finalement, il y a plein d'espèces qui remontent du sud et qu'on retrouve chez nous, qu'on ne trouvait pas avant. Et les choses vont très vite. Il y a l'exemple de la cisticole des joncs qui est intéressant parce que, en fait, c'est assez cyclique. C'est vraiment la succession d'hiver doux qui va la favoriser, qui va faire qu'elle peut passer l'hiver chez nous. C'est un oiseau qui fait très peu de mouvements de grande ampleur, c'est pas vraiment un migrateur strict. Et en fait, elle tire profit de ça et ses populations explosent jusqu'à un hiver où peut-être il y aura un coup de froid et on n'en verra plus pendant plusieurs années peut-être. Les espèces qui vont mal, malheureusement, il y a plus d'espèces qui vont mal que bien, notamment les insectivores. L'effondrement des populations déjà d'insectes est assez alarmant. Donc forcément, les oiseaux qui sont des prédateurs ne peuvent pas suivre, quoi. S'il n'y a pas la ressource alimentaire. Par exemple, les passereaux paludicoles, déjà il y a le milieu qui fait que c'est des oiseaux en fait, qui vivent dans les roseaux, des petits passereaux. Le milieu disparaît d'une part, mais aussi c'est des insectivores et on se rend compte que même quand le milieu est là, finalement, s'il n'y a pas la nourriture, les oiseaux ne sont plus là, quoi. J'ai commencé vraiment par la migration des grues et je trouve que c'est un phénomène qui est exceptionnel. Et en fait, j'ai commencé à observer les différentes espèces qu'il y avait autour de chez moi, dans mon jardin, et je me suis rendu compte qu'en fait ça changeait au fil des saisons, que finalement on s'ennuyait jamais, c'était toujours pareil, quoi. C'était jamais pareil plutôt. Il y a les espèces qui changent avec les migrations, il y a tout un tas de plumages différents. Les oiseaux ils sont très colorés, ils sont assez simples à reconnaître, ils crient beaucoup, ils sont souvent assez visibles. Et c'est vraiment ce qui m'a amené aussi à toucher à d'autres taxons, quoi, finalement, l'ornithologie. Parce que de fil en aiguille, j'en ai fait un petit peu partout dans le Limousin, j'ai appris à connaître la région différemment, et finalement, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui vole maintenant. En fait, c'était assez exceptionnel. J'ai fait des suivis migration en fait, sur la commune de Saint-Vaury, en Creuse, qui est un site de migration qui est suivi par des ornithologues depuis plusieurs décennies maintenant. Et en fait, j'ai fait beaucoup de suivi sur ce site l'automne dernier. Je me suis servi de l'acoustique, c'est-à-dire que j'ai posé du matériel d'enregistrement des oiseaux, notamment pour pouvoir mieux les détecter, parce que les oiseaux, en fait, l'ornithologie, c'est principalement à l'oreille, quoi. Je dirais 80-90% de l'ornithologie, c'est à l'oreille. Et en fait, les petits passereaux, quand ils passent, souvent ils passent assez haut, on les voit dans de mauvaises conditions, et c'est vraiment les cris qui permettent la détermination. Et fin octobre l'année dernière, en fait, j'avais posé du matériel acoustique et je faisais mon suivi en parallèle en faisant de l'observation directe des oiseaux comme ça. Et j'ai un passereau qui a poussé des cris qui n'étaient pas familiers en fait à mon oreille, mais je connaissais cette silhouette et il se trouve que j'avais enregistré cet oiseau et c'était un plectophrane lapon, en fait un tout petit passereau qui ressemble à un bruant, qui niche, comme son nom l'indique, principalement en Laponie, et qui n'avait jamais été observé en Limousin. Et ce petit passereau, en fait, il m'est passé à 30 mètres, sans que je sache que c'était un lapon finalement. Et c'est vraiment une observation qui tient à rien, parce qu'en fait, si je n'avais pas placé l'enregistreur, si le matériel ne tournait pas, jamais je l'aurais enregistré et jamais j'aurais pu l'identifier. Je serais passé complètement à côté, quoi. Comme quoi, c'est vraiment le genre d'observation qui tient finalement à très peu de choses. Sur le coup, je m'en suis pas vraiment rendu compte, quoi. C'était plutôt a posteriori que je l'ai identifié. C'est quand même une sacrée satisfaction et c'est les heures de terrain qui font que la persévérance, quoi, aussi. C'est très important en ornithologie, dans tous les domaines. Je pense que tous les taxons, quand on fait du suivi, la persévérance fait qu'on fait de nouvelles découvertes. Pour ornithologue, ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, il faut savoir se fondre dans le milieu dans lequel on est. Beaucoup de la persévérance, beaucoup de travail de recherche, chercher à innover dans ses méthodes, à se perfectionner ses connaissances. En fait, moi, inconsciemment, j'ai appris en fait, rapidement à identifier les oiseaux par leur chant, par leur cri, par leur vocalise. Et j'ai vraiment commencé l'ornithologie aussi comme ça, quoi. Et finalement, je me rends compte que c'est une bonne chose parce que c'est une tâche qui est assez lourde. Et parfois, pour apprendre un chant d'une espèce, ça me prenait des fois 2, 3, 4 heures. Et en fait, c'était en l'entendant. Et je cherchais l'oiseau des fois pendant 2 ou 3, 4 heures avant de pouvoir mettre un nom dessus. C'est vraiment quand je le voyais que je mettais un nom dessus et que je faisais le parallèle avec le chant, quoi. Mais c'est assez complexe quand même. Mais c'est un mécanisme qui vient comme ça assez naturellement finalement.
Hier soir, là j'ai passé la nuit pas très loin sur un plan d'eau à faire de l'enregistrement d'oiseaux d'eau notamment. Je cherchais les limicoles et j'ai posé en parallèle du matériel d'enregistrement pour suivre les migrations nocturnes. Et donc la nuit dernière était assez exceptionnelle suite à un mois de juillet-août avec un bon flux de sud-ouest, donc des vents contraires pour la migration d'automne. Et là on est dans une phase un petit peu de déblocage météo. Et en fait il y a eu des grands mouvements migratoires, notamment du brant ortolan, un passereau qui est vraiment en déclin extrêmement prononcé en Europe. Du Bécasso cocorli, pareil, une espèce exceptionnelle de limicole qui se nourrit sur la vase et qui passe principalement sur la côte atlantique en temps normal. Donc, et du courlicorlu, une autre espèce de limicole qui est plutôt connue sur la côte atlantique. Et finalement, par le biais de l'acoustique, on s'est rendu compte que c'était des oiseaux qui nous survolaient régulièrement, mais qu'en fait, on n'avait pas les milieux propices pour les accueillir. Et donc, ce qui fait qu'on ne faisait pas d'observation de ces espèces en diurne, pas ou très peu. Je me suis endormi en faisant de l'ornithologie avec ma parabole au bord d'un étang dans la végétation. Sur les sons, en fait, je me suis retrouvé ce matin en faisant l'analyse en train de ronfler, ce qui m'a permis de savoir que j'ai dormi. Et puis sinon, limicole, j'ai eu ce que je voulais. J'ai enregistré des bons sons de chevalet sylvain, de chevalet aboyeur, chevalet cul blanc. Et puis, niveau migration nocturne, c'était une nuit assez exceptionnelle, effectivement. Le premier confinement suite à la pandémie de Covid-19, qui a fait que j'étais bloqué chez moi, je ne pouvais plus faire de terrain comme je voulais, et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau, quoi. Et finalement, j'ai rapidement acheté du matériel d'enregistrement. On a rapidement monté une équipe avec d'autres ornithos en Limousin, on a fait la même, et finalement on a bossé sur l'aspect technique, comment enregistrer les oiseaux, quel matériel. On a fait tout un tas de tests, on a beaucoup communiqué là-dessus. Et finalement, sans ça, je pense que jamais j'aurais eu le temps de trop m'y plonger. Mais finalement, j'ai mis un doigt dedans, puis le bras, et maintenant, j'arrive plus à m'en séparer de cette méthode. J'ai eu la chance aussi de faire pas mal de bagages. Et dès mes premières années d'ornithologie, en fait, j'ai commencé le bagage et puis participé à des premières sessions. Donc en fait, le bagage, c'est vraiment la méthodologie la plus ancienne pour étudier les migrations d'oiseaux. Et c'est sur l'étang voisin, la réserve naturelle de l'étang des Landes, où en fait j'ai eu l'opportunité, la chance de participer à mes premières sessions en 2014, grâce à l'équipe qui m'a accepté pour faire quelques matinées. Et depuis, je reviens absolument chaque année. Déjà, d'une part, c'est une méthode qui est extrêmement intéressante, ça permet d'identifier les oiseaux de manière individuelle, quoi. On met une bague qui est un petit peu une plaque minéralogique, quoi, avec des numéros uniques au monde qui sont inscrits dessus. Et en fait, ça permet d'identifier les oiseaux de manière individuelle, de savoir où ils vont, s'ils sont retrouvés éventuellement par des gens, par d'autres bailleurs. Et donc, à l'avenir, j'aimerais bien passer mon examen, mon permis de bailleur, quoi. C'était en octobre 2014, si ma mémoire est bonne. Donc on était avec le chargé de mission scientifique sur la réserve en train de faire une opération de bagage, notamment pour le brand des roseaux et la Ramis penduline, qui est une toute petite mésange des roseaux. Donc c'était au mois d'octobre. Et en fait, on arrive dans les filets et on trouve 3 panures à moustache, qui est une petite mésange des roseaux, pareil très colorée, qu'on retrouve plutôt en Camargue ou sur la côte atlantique dans les grandes roselières. Elle n'avait pas été observée en Limousin depuis les années 80. Et donc on avait un mâle, une femelle et puis certainement leur gène. Et c'était vraiment une capture exceptionnelle, quoi. Finalement, il y a beaucoup d'espèces communes qu'on capture sur la réserve naturelle qui viennent de loin. On s'en rend compte évidemment grâce aux relectures de bagues, notamment le phragmite des joncs et la rousserolle fervate, qui sont des petits passereaux paludicoles qui vivent dans les roseaux. Et on a déjà fait des contrôles d'oiseaux qui venaient de Tchéquie, de Lettonie, si ma mémoire est bonne. Donc ce qui est pas mal pour des petits migrateurs de 10-15 grammes. Ce que je pourrais dire. Bel avenir à l'association de l'Air-Oudeur, quoi. Qu'il soit pérennisé. Qu'elle dure un siècle.